Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. On est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts. Voici le sommaire de ce 6 mai. Un Français juif sur 4 affirme avoir été victime d'un acte antisémite depuis le 7 octobre. Le gouvernement organisait aujourd'hui les assises de lutte contre l'antisémitisme. Ce sera le premier thème de notre débat d'actu. On reviendra aussi sur les élections européennes avec un Jordan Bardella qui accepte enfin de débattre avec les autres têtes de liste. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est un débat de société que je vous propose avec cette question: face à la multiplication des catastrophes naturelles, serons-nous encore assurés demain ? Semaine après semaine, je vais regarder avec les sinistrés qui attendent désespérément le montant de leur indemnisation et je n'hésiterai pas à faire savoir qui ne joue pas le jeu. Et surtout, je me rendrai avec les personnes concernées, avec les collectifs des sinistrés, au siège des compagnies si les choses ne bougent pas. C'est dommage d'en arriver là. Mais aujourd'hui, l'exaspération qui est la mienne, c'est rien par rapport à celle que connaissent les personnes concernées. Inondations, sécheresse, incendies, érosion du trait de côte, ces catastrophes naturelles coûtent de plus en plus cher. Qui va payer? Est-ce le modèle économique des compagnies d'assurance qu'il faut revoir? Réponse dans 45 minutes. Mais d'abord, le bilan de ces assises de lutte contre l'antisémitisme avec Aurélien Romano. Ces assises de l'antisémitisme se tiennent en présence des cultes et des associations, mais sans aucun responsable politique pour éviter les interférences avec la campagne des européennes. Moment fort de cette rencontre, des témoignages projetés sur les écrans illustrant l'antisémitisme ordinaire et quotidien subi par des juifs parfois très jeunes en France. Il m'a dit je veux pas être dans ta chambre en classe verte parce que t'es juive. En rentrant des cours, j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit ouais, il y a un mec qui m'a fait un salut nazi tout à l'heure. Et puis ma mère m'a regardé, elle m'a dit mais pourquoi ? Déjà, depuis 7 octobre, j'ai changé mon prénom. Je m'appelle Christine, sur Uber, Des comportements d'évitement mesurés dans une étude IFOP Fondapol sur le regain d'antisémitisme depuis le 7 octobre. 86% des Français juifs craignent d'être davantage victimes. Et un Français juif sur 4 a subi au moins un acte antisémite depuis cette date. Tous les intervenants notent que les juifs français sont tenus comptables des actions d'Israël par certaines personnes. Il y a effectivement la haine d'Israël comme moteur, carburant du regain d'antisémitisme que nous constatons depuis le 7 octobre. Un antisémitisme particulièrement marqué dans une partie de la jeunesse. Selon l'étude, 35% des 18-24 ans estiment qu'il est justifié de s'en prendre à des juifs en raison de leur soutien à Israël. Ces assises veulent tirer la sonnette d'alarme et proposer des mesures, notamment à l'école. C'est un point de départ, ces assises. Certains ont même dit un recommencement sur l'école, fortification aussi des décisions que nous prenons à la fois sur les moyens des forces de l'ordre, sur les moyens de Pharos, sur la question de la formation systématique des forces de l'ordre, des magistrats, des enseignants. Le grand rabbin de France a demandé à ce que l'antisémitisme devienne une grande cause nationale. Ces assises doivent se renouveler avec le monde politique cette fois-ci, après les élections européennes. La banalisation de l'antisémitisme, notamment chez les jeunes adultes, c'est le premier thème de notre débat où il sera aussi question évidemment des élections européennes, débat politique avec Mathieu Souquier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes consultant essayiste spécialisé en sciences politiques. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, communicante et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue, le fondateur et directeur d'Atlantico. Et Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir bienvenue à vous, éditorialiste politique. Je vais rappeler et redonner quelques-uns des chiffres qu'on a vus dans le sujet d'Aurélien en ouverture, ce constat pour commencer: un Français juif sur 4 a subi au moins un acte antisémite depuis le 7 octobre 2023. Mathieu Souquier, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces assises de lutte contre eux? Est-ce que c'est uniquement symbolique pour vous? Alors, les symboles comptent en particulier pour ce genre de sujet de toute façon. Si ça peut ramener un tout petit peu en fait, d'apaisement dans le débat public, c'est toujours bon à prendre. Il faut ensuite quand même se méfier. On voit bien que l'antisémitisme et même plus généralement la situation au Proche-Orient a tendance à être
instrumentalisé politiquement dans le contexte, et en particulier dans le contexte préélectoral qui est le nôtre. Donc il faut faire attention à ce que tous les camps ne s'additionnent pas à pouvoir être suspectés comme ça d'instrumentalisation ou de jeu politique. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a régulièrement un écho chez nous à la situation politique internationale. Et donc on l'avait vu au début des années 2000, il y avait déjà eu un regain d'antisémitisme à l'époque, compte tenu de ce qui se passe au Proche-Orient depuis quelques mois. Effectivement, il y a aussi des résurgences chez nous, mais plus fondamentalement, il y a un antisémitisme d'atmosphère, comme dirait l'autre, qui existe en France de façon relativement récurrente, avec l'addition d'un vieil antisémitisme traditionnel, celui de l'extrême droite, qui était quasi assumé à l'époque de Jean-Marie Le Pen, condamné à de multiples reprises pour la cause, réactivé au moment de la présidentielle par Éric Zemmour. Enfin, souvenons-nous en fait des tentatives un peu révisionnistes d'Éric Zemmour à vouloir réhabiliter absolument l'œuvre du maréchal Pétain. Et puis il y a ce qu'on a appelé un nouvel antisémitisme, un antisémitisme des banlieues qui se fonde précisément sur le conflit israélo-palestinien et qui, au nom de la cause palestinienne, a pu parfois effectivement avoir des relents du même ordre. On reviendra notamment sur on va dire l'instrumentalisation politique. Je redonne deux autres chiffres, deux autres résultats de cette enquête IFOP pour AJC et la Fondapol. 21% des Français estiment qu'il est justifié de s'en prendre à des Juifs en raison de leur soutien à Israël, soutien supposé ou réel, c'est ce qui est dit dans l'enquête. Et si on regarde un peu plus du côté des jeunes, 35% des 18-24 ans estiment qu'il est justifié de s'en prendre à des Juifs en raison de leur soutien à Israël. Les massacres terroristes du Hamas ont libéré ce que nous disait Mathieu Souquier à l'instant, c'est-à-dire une haine anti-juive qui demandait que ça, d'une certaine façon. Oui, vous diriez ça ? Vous l'avez dit, Mathieu, il y a un écho en fait à ce qui se passe à l'international. Et on a voulu croire, je me souviens de politiques disant, et au gouvernement disant, on ne va pas importer, il ne faut pas importer. Mais en fait, c'est impossible, ça. C'est impossible. Avec la communauté de juifs qu'on a, la communauté de musulmans, c'est pas possible de penser que ça n'est pas importable. Donc, je pense presque avoir le sujet en face, ça aurait été peut-être plus intelligent au lieu de se dire bon, on va pas importer, on va pas le traiter en quelque sorte. Moi, je pense qu'il y a donc ces assises, il fallait peut-être les faire plus tôt. D'une certaine façon. Je pense qu'en tout cas de traiter le sujet de cette question-là, des résonances, des conséquences du 7 octobre en France, ne pas se voiler la face, ça aurait été plus intelligent que d'y aller à reculons. Et il y a une deuxième chose, c'est que on pense que on a toujours communiqué, en tout cas dès le gouvernement, et après, comme vous l'avez dit, au niveau des politiques, et là dernièrement, à ce qui se passe à Sciences Po, comme si à chaque fois qu'on parlait, on doit choisir son camp. On a du mal à être bicéphale sur ce sujet. Il y a de moins en moins de place pour la nuance, moi, c'est un peu l'impression que j'ai surtout. Alors, au début, c'était très flagrant, dans le sens soutien à Israël et peu de place pour les Gazaouis. Ça s'est un peu rééquilibré. Mais le résultat de ça, c'est qu'à chaque fois que je m'exprime, je suis rangée d'un côté ou de l'autre en opposition. Donc c'est important de choisir ces moments-là. Il me semble plus globalement que c'est une question qu'on n'a pas suffisamment étudiée pour rester un petit peu dans la nuance et dire oui, je peux être en soutien des Juifs par rapport à ce qui s'est passé, oui, je peux être en soutien en même temps des Gazaouis parce qu'ils vivent une situation terrible. On peut se poser la question justement de ce qui se passe dans nos universités ou à Sciences Po ou dans certaines écoles. J'ai vu à l'école de journalisme de Lille, par exemple, Jean-Sébastien Ferjou. Ce sont des lieux où on devrait apprendre justement la nuance. Oui, bien sûr, mais on voit bien qu'on ne l'apprend plus. Alors, je pense que c'est une crise qui a multiples entrées, probablement parce que le fait que nous soyons des sociétés un peu sorties de l'histoire fait qu'il y a des gens qui sont un peu en quête existentielle et qui cherchent des causes fortes ou même des choses pour s'exciter, tout simplement, trouver de l'intensité à leur propre vie et qui le projettent sur cette cause-là qui existe. Évidemment que la cause de la défense des Palestiniens est totalement légitime, mais c'est aussi un peu un écran sur lequel c'est projeté, parce qu'on voit bien que ça se projette uniquement sur celle-là et pas sur d'autres causes, ou pas plus que ça ne s'est projeté d'ailleurs dans le passé, sur d'autres massacres qu'ont pu vivre d'ailleurs des musulmans aussi dans la même région, il y a peu de temps, en Syrie ou ailleurs. Mais est-ce que cette défense de la cause palestinienne, pardon de vous interrompre, elle se nourrit aussi en partie, c'est sûrement difficile à évaluer, d'antisémitisme ? Mais bien sûr, parce que moi je pense que la rhétorique, le mot génocide, le fait de marteler, on peut avoir des débats à l'infini sur le droit international. Les anglo-saxons appellent ça le dog whistle. Vous savez, c'est parce qu'il y a des sons que seuls les chiens entendent. Et donc, il y a des gens qui tiennent de facto un discours antisémite, mais pas totalement assumé, parce que c'est compliqué dans les sociétés occidentales de le faire ouvertement. Mais avec des signaux qui, eux, sont entendus par ceux qui sont antisémites. Et le mot génocide, c'est quoi ?
il y a, comme je vous le disais, on peut avoir un débat à l'infini sur le droit international, mais c'est autre chose. C'est quelque chose pour provoquer un réflexe pavlovien. Le génocide, depuis 1945, c'est le mal absolu dans les sociétés occidentales. Donc la mécanique pavlovienne qui se met en place, c'est mal absolu. Quelle est la seule solution possible? Détruire le mal absolu. Et donc, par extension d'idée, par dérive, finalement, détruire Israël. Alors, ça ne veut pas dire que tous les étudiants qui se mobilisent pensent comme ça, mais quand on entend Rima Hassan qui joue avec ce mot-là en permanence... Donc, Rima Hassan qui est en position éligible sur la liste des filles, je le rappelle. Exactement. Et quand on entend les références, David Guiraud parlant des dragons célestes, les dragons célestes qui sont devenus sur les réseaux sociaux une autre manière de désigner les juifs. Quand on met tout ça bout à bout, il y a un discours antisémite qui n'est pas celui de toute la France insoumise. Loin de là. Manon Aubry, par exemple, n'a aucune ambiguïté sur le sujet, mais c'est le discours ambigu d'une partie de la France insoumise, et évidemment que ça réveille l'antisémitisme, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'antisémites qui se révèlent grâce à Éric Zemmour, je pense que c'est un peu absurde. Il y a un antisémitisme d'extrême droite qui existe, évidemment. C'est pas Éric Zemmour qui l'a mobilisé. Alors, ça ouvre dans ce premier chapitre la question de l'instrumentalisation politique. Mathieu, vous vouliez intervenir? Oui, pour rebondir sur ce que disait Jean-Sébastien, sur l'utilisation de ce terme de génocide, qui n'est pas pris par hasard, bien évidemment, et qui n'est pas seul. Quand on convoque la rafle du Veldiv, quand on convoque la figure Oni d'Adolf Eichmann, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon. La référence nazi sans prépuce. À propos de l'interdiction d'une de ses conférences à Lille, on entretient une forme de confusionnisme. C'est-à-dire qu'on met dans la tête des gens une intense confusion, où on peut se demander si le but n'est pas au fond de nazifier les Juifs, en gros de leur dire vous êtes en train de faire un génocide, vous-même qui avez subi un génocide, du coup tout s'annule, les victimes deviennent les bourreaux. Bref, ça met quand vous dites ça l'un et l'autre, ça ne retire rien à... Mais alors, je vais le redire et reprendre. Je vais le redire et reprendre cette précaution oratoire. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est épouvantable. C'est un drame atroce. Ce sont très vraisemblablement des crimes de guerre qui ont été commis. C'est même un débat en Israël, des gens qui refusent précisément ce que fait Tsahal en ce moment à Gaza. Donc la situation à Gaza est épouvantable et elle sera qualifiée comme telle. Mais l'emploi par des gens qui ne sont pas des spécialistes de ce terme génocide, pour moi, il participe de cette volonté, en gros, de rendre les Israéliens... Il faut faire attention, parce que là, moi, en vous écoutant, on repart dans le manque de nuances aussi. Alors, à partir du moment... Tout à fait sûr, mais on vous donne la parole et on vous la laisse. Je suis d'accord qu'il y a des signaux qui ne trompent pas dans des gens, certaines personnes du côté de la France insoumise. Ça, c'est clair et c'est volontaire, c'est calculé, c'est un vocabulaire travaillé, c'est des termes qui sont utilisés sciemment. Si à partir du moment où je dis que toute personne qui... C'est un peu ça que j'entends, qui utilise génocide, c'est très bien ce qu'il dit, et il y a une espèce de complot antisémite. Je pense qu'on est encore dans la caricature. J'ai dit que ça entretenait une forme de confusion. Oui, je pense qu'il y a des gens qui alimentent cette confusion volontairement. Qui l'utilisent parce qu'ils considèrent que soit nettoyage ethnique, soit génocide, il y a à Gaza depuis plusieurs années, sans penser à mal contre les Juifs. Et ça, sincèrement, ça peut alimenter, évidemment, mais il y a aussi des gens qui le disent sans pensée antisémite. Et à partir du moment où vous vous dites toutes les populations qui vont dire ce mot-là, ce mot-là ou ce mot-là, c'est des antisémites, c'est un complot contre les Juifs. À aucun moment, pour le coup, je trouve que vous êtes vraiment dans l'absence de nuance absolue. Non, je pense parce que c'est pas ce qui a été dit. Moi, je parle de la stratégie politique qui est employée par certains, de ce mot-là qui est martelé. La présidente de la Cour de justice. Il y a des mots permis et des mots interdits parce que sinon, ça signifie autre chose. Moi, je trouve que c'est pas. Voilà, c'est englobé. Allez, un dernier mot là-dessus. La présidente de la Cour de justice internationale l'a répété la semaine dernière dans une interview à la BBC. Il n'y a pas de ça ne veut pas dire, comme Mathieu l'a dit, qu'il n'y ait pas de massacre épouvantable. Et ça n'est pas une question de nombre. Il y a eu 1 million de morts dans la guerre Iran-Irak. Est-ce qu'on a dit que c'était un génocide? Le sujet, c'est la manière dont c'est employé vis-à-vis de la psyché occidentale. Le sujet, ce n'est pas la réalité de ce qui se passe à Gaza. C'est la manière dont c'est... Mais c'est notre cœur de sujet, parce que l'antisémitisme, chez nous, il dépend de la manière dont on manipule précisément, ou dont certains manipulent la psyché occidentale. On vous a entendu les uns et les autres. Mathieu, quand même, je voudrais, parce que là, on a beaucoup parlé de LFI, mais ça vous a pas échappé aux uns et aux autres. Ce matin, sur BFM, Marine Le Pen se pose en bouclier, dit le Rassemblement National, c'est le bouclier pour les Juifs de France. C'est le bouclier contre l'antisémitisme, c'est nous. Alors quand on connaît l'histoire de cette famille politique, effectivement, ça sonne drôlement à nos oreilles. Première chose, c'est la réalité qui manque un peu de nuance aussi, parce que précisément, vous avez en face
à face un massacre à ciel ouvert et avec des caméras et un témoignage. Le monde entier, en fait, est témoin de l'horreur qui se passe. Et plus que ça, nous sommes non seulement témoins, mais témoins manifestement impuissants, puisque le massacre dure semaine après semaine sans qu'on puisse l'endiguer. Et vous avez par ailleurs en face un gouvernement israélien, parce que l'enquête que vous citiez tout à l'heure parle d'Israël. En réalité, derrière Israël, il y a surtout le gouvernement de Netanyahou et voilà, et l'orientation mais politique. Déjà, ce ne serait pas la même chose. C'est une forme d'antisémitisme d'associer les deux. On voit bien qu'une partie 21% des Français estiment qu'il est justifié de s'en prendre à les Juifs en raison de leur soutien supposé à Israël. Ce serait pas la même chose en raison de leur... Et ça ne justifierait pas les actes antisémites, mais si c'était en raison de leur soutien à Benyamin Netanyahou, vous voyez ce que je veux dire. On voit bien qu'un certain nombre de personnes derrière Israël, en fait, pointent la responsabilité du gouvernement de Netanyahou. Donc, première chose, c'est la réalité qui manque un peu de nuance. Deuxième chose, dans les enquêtes d'opinion, quand même, vous observez que l'opinion elle-même est plus nuancée que ne l'est le débat public. C'est-à-dire que je pense notamment à une enquête de Destin commun, remarquable think tank dont vous invitez régulièrement la directrice générale, qui montre que d'abord, la préoccupation, le conflit israélo-palestinien n'est pas une préoccupation essentielle des Français quand même. Il y a une enquête qui dit Harris Interactive l'a montré, c'est 20e dans le classement. Donc les gens en ce moment ne sont pas focalisés sur la question du conflit israélo-palestinien. Et deux, ils voient bien que la situation est complexe, sensible, et qu'en réalité, et aux États-Unis aussi, les responsabilités sont assez équilibrées. Et donc Marine Le Pen peut dire ce qu'elle dit. Alors, dernier point là-dessus sur le confusionnisme dont parlait Mathieu et sur Jean-Sébastien qui disait que la responsabilité d'Éric Zemmour ne paraissait pas manifeste. Quand même, on a une extrême droite qui, il y a quelques mois, a pu manifester au devant d'une marche contre l'antisémitisme, à rebours de tout ce qui a été l'histoire de l'extrême droite dans ce pays. Mais j'ajoute quand même que la semaine dernière, au débat que Valérie Ayé a eu avec Jordan Bardella sur BFM, elle l'a mis face aux déclarations de Jean-Marie Le Pen, condamné à de multiples reprises pour antisémitisme par la justice de ce pays, et qu'il n'a pas réussi à condamner explicitement les propos de Jean-Marie Le Pen. Il a déjoué le truc, mais en réalité, il n'a pas réussi à assumer cela. Donc on voit bien que le confusionnisme ou l'ambiguïté demeure quand même pour l'essentiel à l'extrême droite. Mais je pense que ce que Marine Le Pen dit est différent. Tout ça existe, je suis d'accord avec vous, et Valérie Ayé, en fin d'émission, a aussi remis Jordan Bardella face à ses responsabilités en ce qui concerne les alliances du Rassemblement national avec des partis entretenant une ambiguïté à minima vis-à-vis de mouvements nazis ou il était objectivement en difficulté. Ou aux néo-nazis. Donc je conteste absolument pas ça, mais je pense que Marine Le Pen, elle joue sur autre chose. Elle dit la menace physique, en quelque sorte, qui pèse sur les Français juifs aujourd'hui, c'est celle des islamistes. Et donc, parce que nous sommes, c'est son discours, je ne dis pas que c'est la réalité, son discours, elle dit, nous sommes, et c'est un peu ce qu'essaie de suggérer Éric Zemmour aussi d'ailleurs, nous sommes les seuls à prendre la mesure du danger, à vous alerter depuis des années sur la menace de l'islamisme, regardez, tous les autres l'ont nié, on fait semblant que ça n'existait pas, on voulait minimiser les choses, et aujourd'hui la menace se réalise, nous sommes donc le seul rempart. Après qu'on puisse en débattre très largement, ça je suis entièrement d'accord, mais force est de reconnaître, quand on regarde aujourd'hui auprès des Français juifs, pour partie, ils s'y retrouvent parce qu'ils sont très perturbés par notamment les ambiguïtés qu'ils ont entendues dans les discours à gauche, et notamment dans les rangs de la France insoumise. Regardez comme Jean-Luc Mélenchon a traité par exemple Jérôme Guedj. On voit bien qu'il y a beaucoup de Français juifs qui de facto se rendent compte que dans le regard d'un certain nombre de responsables politiques de ce pays, quand ce genre d'actualité, d'événements où le conflit israélo-palestinien revient, on les ramène uniquement à leurs conditions de juifs et on les essentialise parce que c'est ce que vous disiez. Quand on veut s'en prendre à des gens à cause de ce qui se passe dans un autre pays, c'est les essentialiser. C'est comme s'ils n'étaient rien d'autre finalement que des juifs et donc par extension un morceau d'Israël. Pour le coup, c'est reprendre une vraie vieille ancienne d'extrême droite qui est le mythe de la double allégeance. Oui, et, absolument. Voilà, qui fait du juif un traître en puissance puisqu'il serait supposément d'abord soumis à Israël avant d'être soumis à la République française. C'est quand même une vieille rhétorique d'extrême droite qui a émaillé tout à la fin du 19e siècle et le 20e siècle. Ouais, c'est vrai. On boucle ce thème-là, enjeu évidemment majeur, symbole très important, mais peut-être pas enjeu électoral très important. C'est ce qu'on disait. C'est sans doute pas ça qui va peser. Mais il faut trouver l'enjeu électoral. Moi, je pense qu'il est plutôt national sur d'autres questions. Et ça, pour le coup, Jordan Bardella, il sait les remettre en piste. Il me semble que c'est celui qui réussit le plus dans ces élections européennes et dans tous les débats à remettre la question
au niveau des Français, sur leurs préoccupations. J'ai l'impression que voilà, on peut parler d'Europe, on peut parler de ces questions, comme vous le dites, c'est pas forcément dans les préoccupations majeures des Français. Et lui, il ramène ça toujours à la France, aux préoccupations, comment les protéger, que ça soit sur l'agriculture, ça commence à être assez fin, parce qu'on disait que le Rassemblement national, par exemple, sur l'économie, n'y était pas. Moi, je l'ai entendu, là, parler de l'agriculture, de la production qui allait être ralentie française si on a toutes ces exigences écologiques. Il commence à ramener ça, il le ramène toujours sur le plan national, et j'ai l'impression que ça fonctionne et qu'autour, dès qu'on est un peu sur l'international ou sur des questions trop européennes, aucune audience n'est capable de vraiment rentrer dans la matière. Voilà, et vous m'offrez la transition, puisqu'on va ouvrir justement le chapitre consacré à Jordan Bardella, qui, Mathieu, a enfin accepté, après des semaines d'esquive, de participer à des débats. Oui, alors la semaine dernière contre Valérie Ayé sur BFM TV, hier avec tous les autres candidats sur RTL. C'est sûr qu'il l'attendait au tournant, l'insaisissable monsieur Bardella. Et du coup, ils l'ont pas raté. C'était un peu le Bardella Baltrap, chacun lui ayant réservé sa meilleure cartouche. Enfin, meilleure, en tout cas, sa cartouche. Oui. Alors, pour l'écologiste Marie Toussaint, agent de l'étranger, Jordan Bardella a... encore en raison de ses positions sur la guerre en Ukraine. Vous avez déposé en l'espace de 5 ans 21 amendements. Quand j'en ai déposé 3500, vous n'êtes plus le parti à la flamme nationale, mais le parti à la flemme nationale, a tenté d'ironiser l'insoumise Manon Aubry, dans une formule un peu trop préparée quand même pour être efficace, avant d'accuser la tête de liste RN de n'avoir aucune humanité avec les migrants. Quant à Raphaël Glucksmann, qui l'avait déjà affronté en tête-à-tête, Jordan Bardella, sur France Inter, avec, à mon avis, un peu plus de succès, hier, il a multiplié les rafales, qualifiant le RN de petit télégraphiste du Kremlin, de Tartuffe sur la question migratoire, et lançant même à Jordan Bardella: pour une fois, lisez les textes que vous votez, arrêtez de passer votre temps sur TikTok. Oui, est-ce que ça a été efficace, toutes ces attaques? Non, parce qu'elles ont fini par se neutraliser d'une certaine façon, et pire, elles ont produit l'effet inverse. Jordan Bardella avait troqué hier son costume de favori des sondages pour celui de cible ambulante, seul contre tous. L'objectif pour lui, en participant à ce débat où il n'avait absolument rien à gagner, mais tout à perdre, c'était de ne pas commettre d'impair, et force est de constater qu'il n'en a pas commis. Et de leur côté, à gauche, les meilleurs ennemis de la NUPES ne s'adressaient pas vraiment à lui, Jordan Bardella, ni à ses électeurs, en l'attaquant, mais ils jouaient plutôt sur l'air de l'ai-je bien descendu, à qui aura mieux touché Jordan Bardella, qui sera le meilleur rempart contre l'extrême droite. En gros, ils parlaient à leurs propres électorats. Alors, qu'est-ce qui pourrait contrarier la campagne de Jordan Bardella? C'est difficile à dire, parce qu'on pourrait se dire un événement extérieur, une révélation, un scandale. Pour l'instant, tout glisse sur lui comme sur un canard. Un péché d'arrogance, et avec Jordan Bardella, on peut ne pas en être loin, parce que parfois il se laisse un peu perdre, voilà, dans de l'hubris, mais ça ne lui a pas coûté non plus. Une erreur sur le fond. Alors là, ça c'est la raison quand même pour laquelle il prend soin de moins parler possible, enfin d'Europe. Oui, il parle très peu d'Europe. Comme le disait Émilie, de ramener le débat au niveau national et à un niveau assez basique anti-Macron. Dernier risque, une faible participation. Au fond, c'est sans doute le plus gros risque pour le Rassemblement national, qui finit toujours, il faut quand même le dire, par dévisser en fin de campagne entre ce que prévoient les sondages et le verdict des urnes. Pourquoi je dis que ça serait le plus gros risque? Parce que s'il n'arrive pas à mobiliser son camp, tout score qui le placerait en tête, mais en deçà des sommets qu'il atteint aujourd'hui, serait interprété non comme une défaite, bien sûr, mais comme un demi-succès ou un moindre succès. Vous allez me dire, c'est un problème de riche. Oui, c'est ça, c'est le paradoxe. Faire moins de 30, ce serait presque un demi-échec ou un demi-succès. Alors, on va reparler de la question de la participation un peu après, si vous le voulez bien. Mais d'abord, sur effectivement votre perception de ce débat. Je commence avec vous, Mathieu Souquier. Un Jordan Bardella, cible évidente de tous les autres candidats. Ça lui a donné le beau rôle, d'une certaine façon? Vous iriez jusque-là? Ou vous l'avez trouvé un peu effacé plus qu'efficace? Comment vous l'avez jugé, ce débat? Alors, dans les deux débats qu'il a effectivement fait, y compris le tête-à-tête avec Valérie Ayé, il est incontestable que c'est un politique très habile, désormais aguerri. C'est-à-dire qu'en dépit de son jeune âge, il est quand même redoutablement efficace médiatiquement. La condescendance ou l'arrogance, il l'avait manifestement, évidemment, face à Valérie Ayé. Il a réussi à ce stade, et c'est sa force dans cette campagne, il a réussi à ce stade à faire des élections européennes, un référendum
anti-Macron. Pour l'instant, on n'en sort pas. On ne parle pas du tout de politique européenne, on ne parle que de politique nationale, et il arrive à capter le ressentiment, la colère ou l'insatisfaction que Emmanuel Macron agrège sur sa personne. Donc de ce point de vue-là, c'est très efficace, et c'est le paradoxe. Il est en tête comme jamais l'extrême droite a été en tête dans une élection européenne. Ce ne sont que des sondages, mais on se rapproche désormais du scrutin. Il est en tête comme jamais. Il est celui qui connaît de tous les candidats, de toutes les têtes de liste, le moins l'Europe, assurément. Et c'est d'ailleurs un des intérêts de ce casting. On a beaucoup de jeunes têtes de liste, mais expérimentés, qui connaissent le Parlement européen. Qui sortent d'une mandature de député européen. Jordan Bardella devrait être dans ce cas, mais chacun sait qu'il a brillé par ses absences au Parlement européen et que par ailleurs, il ne s'intéresse pas à l'Europe, puisque précisément, il incarne un courant politique qui s'est toujours désintéressé de l'Europe ou qui a toujours combattu l'Europe. Et c'est l'ultime paradoxe de cette élection. On n'a sans doute jamais eu autant besoin d'Europe qu'aujourd'hui, et de ce point de vue-là, les enquêtes d'opinion quand même le montrent. Pareil, je repense à une enquête de Destin commun. Les Français considèrent que nous avons besoin d'Europe, en particulier sur la question migratoire et en particulier sur la question écologique. Et pour la première fois dans l'histoire européenne, ceux qui la combattent, ceux qui l'ont toujours combattue, les nationalistes pourraient y occuper des places tellement élevées, c'est-à-dire ils bénéficiaient d'un rapport de force tellement favorable que l'Europe des 5 prochaines années pourrait être entravée dans son fonctionnement et ses ambitions. Jean-Sébastien Ferjou, je pense que vous n'aimez pas trop les débats à 7 ou 8. Si je ne me trompe, donc je vais vous poser une question sur le débat. Sérieusement, vous arrivez à écouter ça pendant moi, j'ai réussi à en animer un, c'était pas si simple, mais c'est vrai qu'il y a un moment où c'est cacophonique, on n'y échappe pas. Plutôt peut-être donc sur le duel face à Valérie Ayé, tout le monde a annoncé un Bardella qui allait plier le match. Comment vous l'avez évalué ? Je pense que les deux sont intéressants malgré tout, parce que le fait qu'il y ait un tir de barrage contre Jordan Bardella, ça me paraît une erreur de stratégie politique absolue. Absolue, parce que ça le met par définition dans le rôle du seul qui serait en mesure de faire changer les choses. C'est ce qui est complètement absurde, alors que les Insoumis ou les Verts ont des propositions. Même avec 30 députés européens, ils vont pas beaucoup peser. Non, mais pas seulement parce que c'est potentiellement irréaliste sur les rapports de force au Parlement européen, mais parce que ça met de facto tous les autres dans la défense d'un système, là où les Français, quelles que soient finalement leurs opinions, sont un peu excédés par le fait que l'hôpital ne fonctionne plus, l'école ne fonctionne plus, les flux migratoires ne paraissent pas contrôlés, il y a une violence qui s'installe dans le pays, et donc ils le mettent de facto dans la situation du seul qui pourrait provoquer un changement. Alors ils décrivent ça comme un changement négatif, mais ça accrédite l'idée que c'est le seul. Et moi je trouve qu'il y a une forme de paresse au-delà de ça, et c'est un peu l'erreur qu'a commise aussi Valérie Ayé, à opposer les sujets nationaux aux sujets européens, parce que bien souvent ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. Le contrôle des frontières, on peut le projeter au niveau national ou on peut le projeter au niveau européen. Ça relève de l'intention. Quelle est l'idée que l'Europe se fait de son destin, de son identité ? Quelle est l'idée qu'elle se fait de la manière dont on doit contrôler les flux migratoires ? Même chose vis-à-vis de puissances étrangères, que ce soit vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine. On peut se poser cette question-là au niveau national comme on peut se la poser on peut se la poser sur l'économie. De quelle économie voulons-nous ? Est-ce qu'on veut de plus ou moins de libre-échange ? Bref, et tous ces sujets-là, en réalité, ils existent aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. On n'a pas réussi à créer d'affectio societatis européen à proprement parler. Donc, on pourrait même dire qu'on a créé l'inverse. Donc les débats se jouent assez largement au niveau national, et c'est absurde de dire « Ah, mais Jordan Bardella ne parle pas d'Europe ». Si, il parle aussi d'Europe, en tout cas aux yeux des électeurs ou aux oreilles des électeurs, ils entendent ça quand ils parlent de sujets qui sont ceux de leur quotidien. Et encore une fois, ça peut se projeter à l'un des niveaux ou à l'autre niveau. Je pense qu'il parle d'Europe, mais en surfant sur cette tendance, parce que même si les Français sont convaincus que l'Europe est nécessaire, ils sont convaincus qu'il faut la changer. Et je pense qu'ils surfent sur ça en disant il faut changer l'Europe. Donc il en parle, mais en parlant exclusivement de ce qui concerne la France. C'est pas le seul qui le dit d'ailleurs. Hein. Oui, mais c'est le seul qui le dit d'une manière. Oui, mais c'est le seul qui le dit d'une manière très très forte, simpliste. C'est souvent populiste. C'est souvent des choses qui seraient même pas applicables, et qui le crie haut et fort. Et là-dessus, il est entendable. Macron à la Sorbonne est totalement inapplicable aussi. Donc, je sais pas si c'est plus simpliste. C'est le registre d'une campagne électorale. Ce qui vote au Parlement, quand même, est plus. À chaque fois, il fait la place de la France dans l'Europe, dans cette Europe réformée. Donc, je pense qu'il touche une corde sensible qu'ont les Français depuis un certain temps de retrouver notre place. Et je suis pas sûre que les efforts d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la défense, parce qu'il noie un peu le poisson, et là-dessus, il a été assez audible, je trouve, Jordan Bardella, à dire on va perdre notre souveraineté, le nucléaire, c'est une grosse faute. Ça, moi, j'ai pas entendu les autres le dire. Et je pense qu'il y a une fierté nationale de dire on est différent des autres,
on joue pas le même jeu en Europe. Réalisme, au-delà de la fierté. Oui, aussi. Et du coup, on va le suivre parce qu'il est là-dessus. Oui. Et juste autre chose, je trouvais en effet que les stratégies des autres, et Valérie Ayé, là-dessus, elle faisait partie du, je sais plus comment ils appellent ça, le club des 5% ou des 8%. Je veux dire, elle a quand même 16%, on l'entendait pas beaucoup plus que LFI ou quoi. Elle n'a pas réussi à trouver des punchlines, des choses qui la fassent exister et se positionner. Et surtout, elle ne s'adressait qu'à Jordan Bardella et pas du tout à un électorat potentiel. Enfin, il n'y avait pas d'adresse au public. Elle n'était qu'en confrontation avec Jordan Bardella Jordan Bardella ça. Il nous reste pas mal de thèmes à aborder. Je voudrais quand même rester encore un tout petit peu sur la question du vote RN, du vote Bardella. En écoutant Marine Le Pen ce matin sur BFM, évidemment heureuse de voir son candidat ultra favori des sondages, avec un bémol. Il est en train de se passer quelque chose, on le voit aux européennes, autour de notre mouvement, autour de nos thèmes, autour de notre candidat Jordan Bardella qui est un véritable enthousiasme. Et je me réjouis évidemment de cela. Je n'ai jamais cru au plafond de verre, jamais. D'ailleurs, on l'a fait sauter aux élections législatives. En revanche, ce que je crois, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est que si le peuple vote, le peuple gagne. Et si le peuple ne va pas voter, alors le peuple perd. Souvenez-vous les régionales. Rien n'est fait. Les sondages étaient flatteurs, mais une partie de notre électorat se dit c'est bon, c'est gagné, et ils ne sont pas allés voter. Eh bien, nous avons perdu. Si le peuple ne se défend pas, personne ne le défendra à sa place. C'est la raison pour laquelle je leur dis méfiance. Allez le 9 juin voter. Allez voter le 9 juin, dit Marine Le Pen. L'abstention peut-elle faire mentir les sondages, Mathieu Souquer? Alors oui, on voit qu'à ce stade, en tout cas, la participation augmente peu, ou les intentions de participation à ce stade augmentent très peu. On voit aussi quand même que s'il y a une volatilité de l'électorat, c'est beaucoup moins vrai pour l'électorat du Rassemblement national et pour l'électorat de Renaissance. On voit que les sympathisants de ces deux courants aujourd'hui sont plutôt sûrs d'aller voter, évidemment sur des lignes politiques radicalement opposées. En revanche, les choses sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus flottantes du côté de Raphaël Glucksmann, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise et des autres. Et donc on voit bien qu'il peut se passer et qu'il va sans doute se passer quand même des choses d'ici au 9 juin. Un petit élément de contexte quand même, on n'a pas du tout envie d'accabler Valérie Ayé, parce qu'on note que à l'été dernier, par exemple, dans les intentions de vote, dans les sondages, la liste de Renaissance, à l'époque sans tête de liste, mais la liste de Renaissance et celle de Jordan Bardella était à peu près à touche-touche. Il y avait 2-3 points d'écart à l'été dernier. L'écart s'est creusé de façon très nette et même très rapide à l'issue de 4 mois de débats décomplexés autour de la loi immigration. Selon l'adage qu'on connaît tous, qui est qu'en général, on préfère à la fin l'original à la copie. En tout cas, c'est assez net. Puisque le RN n'a jamais été élu. De facto, c'est très faux cet adage. Mais... Sur les paroles, en tout cas. En attendant, là, on a bien vu que la victoire idéologique saluée par Marine Le Pen elle-même, après ces 4 mois de débat parlementaire... le décrochage date du débat immigration. Absolument. C'est à cet automne, en fait, que le décrochage a eu lieu. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup avec un score potentiel de l'extrême droite qui est exactement le double de celui de Renaissance. Dernier élément quand même, elle est à 17% ou à peu près, si j'ai bien compris, à ce stade, Valérie Ayé. Tout ça est flottant, mais 17%... C'est sûr que c'est pas très bon, c'est moins qu'en 2019. Je suis étonné malgré tout qu'elle soit encore à 17% après 7 années de pouvoir usant, après une année 2023 terrible. Et une campagne difficile à faire. Je vous interromps parce qu'on va justement ouvrir ce dernier chapitre autour de la liste Renaissance et du programme. C'est l'autre événement politique de ce lundi, présentation du programme de la liste de Valérie Ayé. Elle met en avant notamment le bilan de son action au Parlement européen. On l'écoute. C'est un programme ambitieux pour faire que l'Europe ne meure pas. Et pour mettre en place ce programme, j'ai envie de dire que notre bilan parle pour nous. Notre bilan parle pour nous. La réforme du travail détaché, le salaire minimum européen, nous l'avions promis, nous l'avons fait. Le plan de relance européen, les 750 milliards d'euros, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, nous avons convaincu et nous l'avons fait. Le pacte vert pour offrir un avenir à nos enfants. Le pacte asile et migration pour mieux contrôler nos frontières, la régulation des géants numériques, tout ça, on l'a promis en 2019 et on l'a fait. Et c'est avec le crédit de ces promesses tenues que je viens et que nous venons vous présenter aujourd'hui nos 48 propositions. Voilà, et pour parler de ce programme Renaissance et de la stratégie du parti présidentiel, j'accueille Tam Tranui. Bonsoir Tam, bonsoir bienvenue. Thomas, bonsoir à tous. Il y a donc cette présentation du programme aujourd'hui et puis un grand meeting prévu demain. Oui, demain. À la veille du pont, donc, toute l'attention sera bien sûr braquée sur ce grand meeting de Renaissance à la Mutualité à Paris.
Bon non, bien sûr, on a pensé que le timing était malheureux ce matin quand on a vu ça à la rédaction de Public Sénat, à contretemps des préoccupations des Français qui n'auront peut-être pas envie en cette veille de week-end prolongé de se plonger dans le meeting de besoin d'Europe, mais plutôt dans la demi-finale de la Ligue des Champions, autre événement parisien qui opposera le PSG à Dortmund au Parc des Princes. Thomas, bien sûr, votre choix est fait. Je ne répondrai pas à cette question en dehors de cette coïncidence malheureuse. On a le sentiment d'une campagne qui est peut-être mal calibrée, en tout cas le timing mal calibré et un peu déconnecté. Oui, exemple. Je pense naïvement que les Français auront la tête ailleurs cette semaine. Eh bien, au contraire, la Macronie clame la cohérence historique, symbolique, car le 7 au soir, eh bien, c'est la veille du 8 mai. Et le 8 mai, eh bien, ce n'est pas un jour férié comme les autres, c'est celui qui commémore la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, un moment essentiel pour la France et pour l'Europe. Le 8, Thomas, c'est aussi la veille du 9. Le 9, eh bien, sachez que c'est le jour de l'Europe qui commémore le discours de Schuman du 9 mai 1950, date fondatrice de l'Union européenne. L'histoire donne donc parfaitement raison à cette organisation. Et puis, argument ultime donné par une ministre aujourd'hui, si on ne fait pas campagne à cause des ponts, on va finir par le regretter si le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Certes, on peut aussi avoir anticipé et lancé les troupes sur le terrain avant. Et le gouvernement a été sommé de célébrer activement les commémorations européennes cette semaine. Oui, il faut sauver le soldat Ayé. Tout le monde doit se retrousser les manches, à commencer par le Premier ministre, comme l'a précisé Emmanuel Macron ce week-end dans un entretien à la Tribune du Manche. Je souhaite qu'il s'engage au maximum dans la campagne en faisant des débats, des meetings, en allant sur le terrain. C'est ce que je lui ai demandé, comme aussi à l'ensemble du gouvernement. Voilà ce qu'on a pu lire ce week-end. Et en effet, chaque ministre doit être sur le pont sur un sujet européen dans les prochains jours. C'est la consigne qui a été délivrée, on me l'a confirmé, y compris à ceux qui espéraient quelques jours de pause. Ils doivent donc se creuser la tête pour trouver des visites de terrain sur leur lieu de vacances et tous doivent se répartir sur l'ensemble du territoire pour faire campagne. Face aux sondages qui mettent le Rassemblement national si loin en tête, vous en avez parlé, certains au gouvernement veulent croire que Jordan Bardella n'est pas si haut, que les Français ne sont pas encore dedans et que l'entrée en campagne de l'exécutif va tout changer. C'est en tout cas d'évidence la stratégie d'Emmanuel Macron qui est omniprésent depuis quelques jours, de l'affiche de campagne où il trône aux côtés de Valérie Ayé au slogan « Notre projet !» Voilà, petite référence qui n'est pas sans rappeler une voix éraillée, légèrement incontrôlée, mais c'est grand moment de victoire d'En Marche en 2017. Il enchaîne aussi les entretiens à The Economist, à la Tribune dimanche. Bientôt, sachez qu'il sera même dans Elle. Et bien sûr, il a tout relancé grâce au discours de la Sorbonne 2. 2 heures prononcées le 25 avril qui seront décomptées du temps de parole de Renaissance par l'Arcom. Interrogé sur ce sujet par nos soins, Clément Beaune a eu une réponse que je vous laisse apprécier. Il faut être précis sur ce qu'a dit l'autorité de régulation. Elle n'a pas dit que c'était un temps similaire à celui de la campagne de la liste menée par Valérie Ayé. Elle dit que c'était un temps spécifique, un temps de parole présidentielle, qui devait d'ailleurs faire l'objet d'un relevé distinct, si on est précis sur les termes utilisés par l'Arcom, et qu'elle demandait aux différents médias d'assurer un équilibre en prenant en compte, compensation en contrepartie en quelque sorte, les temps de parole des autres listes de manière adéquate. Voilà, langue de bois quand tu nous tiens. Le discours fait donc l'objet, je le cite, d'un relevé distinct pour un temps de parole spécifique qu'il faudra apprécier de façon adéquate. Quel qu'en soit le décompte, en tout cas, ce discours n'a en tout cas pas produit de grands effets. Un jeudi matin, un long discours programme de 2 heures qui a porté sur tout et dont beaucoup de Français n'ont donc rien retenu. Merci beaucoup. Comment vous faites notre projet déjà ? Notre projet Les bras en croix, c'est le plus important. Merci beaucoup, merci Tam. Je voudrais revenir, à devenir un peu sérieux. Jean-Sébastien, l'histoire du socle macroniste. Le score d'Emmanuel Macron, premier tour présidentiel, enfin il gagne 2 présidentielles, on a tendance à l'oublier, mais premier tour 24%, 2000, je suis en train de me paumer dans les dates, 2017, 2022, 27%. Bon, là, on en est loin de ce socle. Alors, c'est difficile de comparer une présidentielle avec des européennes, mais c'est ça l'espoir d'Emmanuel Macron, quand il se met sur l'affiche, c'est de retrouver ce socle ? Je ne sais pas s'il fait un raisonnement qui est très électoral ou c'est pas un raisonnement plus lié à sa personnalité, assez narcissique, pour tout dire. Il considère que c'est récupérable. Sans moi, c'est impossible de gagner. Quoi. Les autres sont toujours nuls et il n'y a que lui qui peut réussir à sauver... Bon, au-delà de l'analyse psychologique.
Oui, non, mais elle est très importante. Je sais, mais elle est sans doute assez juste, mais bon. Macron, oui, mais ça va plus loin, parce que c'est-à-dire qu'il pense qu'il a été élu grâce à son génie particulier, là où il a été à minima en 2022, moins en 2017. En 2017, il y a eu un petit espoir autour du renouveau qu'incarnait à l'époque En Marche, même si ça n'était pas toute la société française qui se levait. En 2022, c'était une élection par défaut. C'était simplement parce qu'il était moins mauvais que les autres et que les Français ne voulaient pas de Marine Le Pen. Donc ce socle dont on parle, il est fragile. Mais oui, parce que ça n'est pas un socle d'adhésion stricto sensu à la politique qu'incarne Emmanuel Macron. D'ailleurs, est-ce qu'il faut adhérer à ce qu'il dit le lundi ou à ce qu'il dit le mardi? C'est parfois un peu compliqué de le suivre, que ce soit sur les sujets de laïcité, d'économie. Donc les gens n'adhèrent pas en soi nécessairement à ce qu'il dit. Ils adhèrent au fait que c'est le statu quo. Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est le statu quo. C'est surtout ne changeons rien. Et quand on est un pays où 70% des Français sont bénéficiaires nets de l'État plus qu'ils ne sont contributeurs, vous avez de facto sociologiquement beaucoup de gens qui ont en réalité, financièrement intérêt à ce que rien ne change, jusqu'au moment où ça bascule, et où le réel, finalement, s'impose. Les hôpitaux, je vous en parlais, l'insécurité, les écoles, etc. Et que là, d'un seul coup, il y a des gens qui ont envie de parler, donc je vous interromps. De passer à autre chose. Et Émilie, il y a quand même, on peut imaginer qu'il y a peut-être un socle, je garde ce mot, européen aussi, qui se retrouve justement. Ah ben non, mais dans cette campagne et donc dans s'il y a une, c'est pas la seule manière d'être européen. Je sais bien, mais s'il y a une cohérence dans le discours d'Emmanuel Macron depuis qu'il est président de la République, il y a celui-là. Oui, il y a la cohérence européenne, quand même. Oui, tout à fait. Mais il y a eu aussi beaucoup plus de doutes sur l'Europe, et je pense que dans son socle, il y en a aussi sur les différentes crises qu'on a vécues et les réponses qu'ont apportées l'Europe. Alors parfois, elle a été très réactive par rapport aux crises et parfois un petit peu déficiente. Et on sent bien là, par exemple, sur l'Ukraine, qu'on a du mal à monter. Donc je pense qu'il peut y avoir des doutes. Mais sinon, je pense que cette fragilité, elle vient de deux endroits. Le Front républicain, moi, je suis pas sûre qu'il soit aussi solide qu'en 2022 même. Ça fait peu de temps, mais je pense que ça a beaucoup changé de ce côté-là. Et puis du côté de la gauche, c'est vrai qu'il y a l'offre d'une gauche un petit peu plus modérée que représente Raphaël Glucksmann, qui d'un coup est sorti un petit peu du bois, on s'y attendait pas. Donc je pense que ça fait deux fragilités à deux endroits différents qui peuvent un petit peu faire changer son socle. Allez, encore une prise de parole des deux Mathieu Souquier, pour commencer. Effectivement, complément là-dessus, encore une fois, 17% d'intention de vote après 7 années d'exercice du pouvoir, après une année 2023 absolument catastrophique, la réforme des retraites, la loi immigration, et un début de campagne très difficile pour Valérie Ayé. D'abord, la candidate par défaut, on a compris, ou à 50, on a compris. 17. Oui, mais encore une fois, 7 années d'exercice du pouvoir chez nous. Je me souviens de 2014 où François Hollande était depuis 2 années seulement à l'Élysée et le PS a à peine atteint les 14%. Donc 17%, c'est pas terrible, mais je dirais que c'est pas ça tellement le problème. Le problème, me semble-t-il, c'est ce que recouvre en fait ces 17%. Et donc précisément, alors, en fait, la question. Les éléments du socle, c'est pas une France en miniature. 17%, c'est une France en décalage total avec la réalité sociale du pays. Parce que précisément, il ne leur reste que les très âgés et les très aisés. Ils ont perdu à peu près tous les autres. Ils ont perdu le monde du travail dans son ensemble avec la réforme des retraites. Ils ont perdu le centre-gauche qui restait chez eux avec la loi immigration et les renoncements sur l'écologie. Ils ont perdu une partie de l'électorat féminin avec l'affaire de Pardieu et les commentaires que Emmanuel Macron s'est cru intéressant à faire. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont perdu beaucoup de monde. Ensuite, ils peuvent néanmoins en regagner un peu parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une volatilité de l'électorat pro-européen et il y a potentiellement, comme en 2019, on l'avait observé, une porosité entre l'électorat Europe Écologie Les Verts, Raphaël Glucksmann et l'électorat de Renaissance. Donc on verra si ça peut bouger, mais ça peut bouger. Mathieu ? Oui, juste sur une réflexion sur l'affiche. En 2019, il était seul sur l'affiche. C'est vrai. Il laisse la place au moins, il a laissé la candidate à ses côtés. Et juste sur son socle, puisqu'on est sur le socle, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, sa fragilité, pour moi, elle ne vient pas de la gauche, parce que quand on fait le total gauche, il est moins élevé qu'il y a 5 ans. Donc le total gauche, c'est des jeux de vases communicants à l'intérieur de la gauche, mais les macronistes de gauche, ça n'a pas non plus tant existé que ça. Le problème, il vient plutôt que toutes les cases que Mathieu citait, cet électorat âgé, urbain, diplômé, eh bien, ce sont des cases dans lesquelles Marine Le Pen est désormais majoritaire quand elle est testée. C'est-à-dire tous ces secteurs de l'électorat dans lesquels le Rassemblement national patinait, n'arrivait pas à percer. Eh bien, aujourd'hui, c'est saisissant sur les urbains, c'est les habitants des grandes villes, sur les diplômés, sur les personnes âgées. Elle est désormais, elle arrive à percer et voire à être en tête. C'est pour ça que dit autrement, c'est ce que je vous disais, c'est
le critère, c'est qui a quelque chose à perdre, qui n'a rien à perdre à essayer le changement. Et c'est ça qui structure désormais la vie politique française. C'est là-dessus que les populistes ont réussi à s'imposer dans un certain nombre de pays. Les gens qui ont voté pour le Brexit n'étaient pas forcément des gens qui s'intéressaient tant que ça aux questions européennes. C'était des gens qui considéraient qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Dans le référendum qui avait été fait à l'époque en Écosse sur l'indépendance, ceux qui ont voté pour l'indépendance écossaise n'étaient pas les quartiers connus comme être des fiefs nationalistes. En tout cas, ce n'était pas ceux-là en particulier. C'était les quartiers populaires de gens n'ayant plus rien à perdre. Et c'est ça qui se joue à l'heure actuelle. À suivre, évidemment, dans cette émission régulièrement, puisqu'on a dit de donner beaucoup de place à cette campagne des élections européennes, le plus régulièrement possible, soit par des thématiques comme celle-là, soit par des thématiques de fond sur les grands sujets structurants de l'action du Parlement européen. Et nous aussi, on vous dit, allez voter le 9 juin. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.